Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'accession à l'unité universelle, à l'unité du genre humain. Voilà. L'humanité va vers son union, vers son universalité. Donc la fin des frontières, la mise en commun de tout. Voilà, tout qui devient patrimoine universel, y compris les êtres humains. C'est-à-dire qu'on devient tous comme une œuvre d'art intouchable. Voilà, on doit protéger chaque être humain qui arrive, qui est une œuvre d'art. On est des œuvres d'art. On est même... dans la complexité d'un être humain, dans la beauté, dans l'harmonie, enfin, la création d'un corps humain, d'un être humain, on est l'équivalent des pyramides, de toutes les créations que l'être humain a mis en œuvre, de tout ce que protège l'UNESCO. Et un jour, l'humanité prendra conscience de cela, et donc chaque être humain sera une œuvre d'art, appartiendra sera un trésor universel qu'on protégera, etc. Et tous, tous les êtres humains, l'intouchable de l'Inde, qui est aujourd'hui un intouchable, qu'on appelle comme ça, ou le simple d'esprit comme l'universitaire, ou je sais pas, voilà. Tout être humain sera un patrimoine, sera une sorte de trésor qui sera protégé comme l'air, comme l'eau, comme les rivières, comme les forêts, comme voilà, la nature, les autres espèces, etc. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution pour arriver à cet état. Cet état de perfection, la perfection vers laquelle nous allons, est plus complexe que ça. Il y a l'extase, il y a facile, il y a l'accession donc au nirvana, à l'éveil, à la sagesse, etc. Il y a beaucoup, ça inclut beaucoup de choses. À travers mes vidéos, j'essaye de le préciser de plus en plus. Et voilà, mais on pourrait faire une vidéo qui explique, qui essaye de voir, de visualiser ce qui pourra se passer quand l'humanité aura atteint cet état de perfection. Mais c'est très compliqué parce que c'est dans plusieurs siècles, dans 2, 3, peut-être 4, 5, 6, peut-être 10 siècles. Donc c'est très difficile de pouvoir imaginer ce que sera une humanité aboutie réellement. Pas plus qu'il était facile, qu'il était possible même à l'époque en 1400, là où on va justement parler de 1400, à l'époque de Christophe Colomb, c'est la vidéo que je vais poursuivre. Il était possible d'imaginer le monde que nous sommes en train de vivre, avec des automobiles, avec des avions, avec des ordinateurs et des satellites pour connaître notre position sur Terre comme sur mer, etc. Bon, bref, avec des sous-marins qui vont à 3, 4, 5 000 mètres sous l'eau. Bon, c'était pas possible pour eux de l'imaginer, comme pour nous d'imaginer la vie dans 500 ans. Voilà, alors pour continuer, je continue ma petite réflexion autour de Christophe Colomb, l'envers du décor. C'est une émission de France Culture, voilà, consacrée à la vie de Christophe Colomb. C'est l'épisode 1. Donc je lance et éventuellement je commente. Je m'amuse à... C'est pour préciser ma théorie. Tout était prêt sur le papier, mais pour réaliser son projet, il lui fallait des moyens financiers, à savoir qui paie les bateaux.
Colomb savait qu'il lui faudrait, en plus d'un soutien financier, le soutien d'un État, d'une nation. Sans ce soutien, les autres nations auraient cherché à s'approprier la découverte des terres. De plus, il allait avoir besoin d'une validation pontificale. Il va donc... Donc, on voit que, on a vu dans les quatre audios précédentes qui ont été réalisés, la montée de cet enfant, Christophe Colomb, qui naît autour de Gênes, qui est proche de la mer, entend, etc., et fasciné sans doute par par le milieu du marin, et puis sa progression, enfin tout ce qui pourrait ressembler à des accidents, et en fait, selon ma théorie, il n'y a pas de hasard, donc tout ce qui arrive devait arriver. On ne peut pas empêcher ce qui arrive, quoi. C'est pas la vie se déroule exactement comme elle doit se dérouler pour chaque être humain. Tout ce qu'on fait dans cette existence est comme programmé, en somme. C'est pas hasardeux et on n'a pas véritablement le choix. On croit qu'on a le choix entre deux options, mais en fait, si on va par là, si on choisit d'aller par là, l'autre c'était juste, c'était une illusion de choix. On ne saura jamais ce qui se serait passé dans une autre, en prenant l'autre choix. Donc, il n'y a pas de hasard. Et donc, Christophe Colomb, qui très jeune s'embarque pour faire du commerce en Méditerranée, qui est coulé par des pirates au large du Portugal, qui arrive à se sauver à la nage jusqu'au Portugal, qui reste quelques années au Portugal, une dizaine d'années, qui apprend... Voilà, et tout se passe à l'époque au Portugal, c'est plutôt Portugal-Espagne. L'Italie, ça n'était pas constitué, donc les Génois, ils avaient sans doute une influence minime dans l'histoire. Et donc, tout va se passer, il va faire des rencontres, les rencontres exactes qu'il lui fallait pour pouvoir se retrouver après en Espagne. Des circonstances le poussent en Espagne. En Espagne, il fait des rencontres des grands décideurs qui vont pouvoir lui fournir les bateaux, qui vont être intéressés par son projet, etc. Et donc, voilà, ça va... présenter son projet à son ami Jean II, qui lui répond « Tu me demandes d'être amiral, vice-roi et gouverneur. Tu es fou? J'ai des milliers de marins, des capitaines meilleurs que toi, et qui n'en demandent pas tant. De quoi me parles-tu » Son projet est présenté aux savants qui relèvent une série d'erreurs. Selon Colomb, la circonférence de la Terre fait 10 000 km de moins, soit 30 000 km, au lieu de 40 000. Il y a donc toute une série d'erreurs dans le projet qu'il présente aux savants portugais, qui le jugent très mauvais et qui le rejettent. On arrive à la fin de la période portugaise de Colomb. Que se passe-t-il? Au moment de la succession d'Alphonse V, la belle famille de Colomb soutient la candidature du rival de Jean II. La famille de Felipa tombe en disgrâce, et Colomb aussi. Christophe Colomb fait face à un Jean II très remonté, qui se sent trahi. Selon certains historiens, Jean II n'aurait pas hésité à se débarrasser lui-même de son rival d'un coup de couteau.
Colomb, qui est en disgrâce, réalise que, sachant ce qu'il sait, il sera rapidement éliminé par Jean II. Ce dernier va très mal réagir à la fuite de Colomb, qui sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. À l'époque, les projets de voyage de découverte sont aussi importants que les voyages spatiaux aujourd'hui. Ce sont des secrets d'État. Colomb connaissait les cartes et les voies maritimes portugaises. Il fallait l'éliminer. Et comme Jean II n'y arrive pas, Jean II fait accuser Colomb d'avoir fui le Portugal après avoir tué sa femme. Voilà. Alors les secrets d'État, ils existent encore, donc il y a vraiment un parallèle entre ces deux époques. On baigne dans des choses un peu similaires, le système dominant-dominé, entre dominant-prétendant, entre les États, le Portugal d'un côté, l'Espagne de l'autre, sans doute la Flandre, la France, etc. Et donc il y a des compétitions, le nationalisme là fait que le monde évolue par antagonisme minimum, parce qu'en réalité ils vont pas jusqu'à et c'est là où ça découle quand même tout découle de notre origine primate, de nos origines primates naturelles. Nous sommes des primates, mais de notre origine primate naturelle, lorsqu'on était l'équivalent des chimpanzés. Les chimpanzés, quand ils se disputent pour la domination, ils se battent, ils se font mal, ils peuvent se mordre, etc. Mais quand il y en a un qui fait acte de soumission, l'autre il lui tend son cou, il s'arrête là, le dominant. C'est l'instinct qui l'arrête. Donc c'est pas la morale, c'est l'instinct, c'est un instinct qui est là, un instinct du bien, on pourrait l'appeler comme ça, l'empêche de faire du mal à celui qui a fait acte de soumission, qui a accepté la défaite. Et donc ça, dans l'humanité, ça a évolué. C'est devenu notre morale, c'est devenu nos morales, c'est devenu les éthiques, c'est devenu les lois, etc. Et donc, dans les luttes entre les grandes puissances comme ça, ils sont aussi à l'économie. C'est-à-dire que y a des bagarres, à part quand voilà, ça devient des luttes à mort, comme Hitler avec le reste du monde, quoi. Mais c'est également la même chose avec justement ce que sont devenus les colons les premiers conquistadors, les colons en Amérique. C'était une lutte à mort parce qu'ils ont pas de respect pour l'autre, pour ce qu'ils jugent étrangers et même non humains carrément, pour pouvoir les mettre en esclavage, les utiliser, etc. Donc là, ils débordent le monde, les lois de la nature, qui font que y a quelque chose qui les arrête. Évidemment, chez les chimpanzés, entre deux groupes de chimpanzés, quand ils partent en mission de guerre contre le groupe à côté, ils peuvent ils peuvent se tuer, ils peuvent aller jusqu'à cet état. Mais le monde humain a cette tendance, oui, génocidaire en réalité. Il peut aller jusqu'au génocide. Il peut, ça c'est la perversion qui le pousse à ce niveau-là. Il n'y a plus son instinct, il n'y a plus l'instinct du bien qui l'arrête, et donc il peut, voilà, passer dans un système de toute puissance de vampirisation de l'autre, etc. Et c'est ce qui s'est passé en Amérique, c'est ce qui s'est passé en Afrique avec l'esclavage, etc., etc. Donc voilà, là il y a la perversion qui s'est mise au milieu dans le monde occidental par sa technologie
par sa baisse de spiritualité, même si ils y allaient sous le couvert de la religion, du christianisme, etc. Mais le christianisme, à ce moment-là, n'avait plus rien à voir avec les valeurs du Christ, avec les idées du Christ ou quoi que ce soit. C'était le christianisme était dans les organes du pouvoir. Il faisait partie des dominants. Donc, il n'y avait plus de spiritualité réellement. Et donc, il y avait l'intelligence aidant, l'intelligence sans conscience et sans amour, sans fraternité, fait que on peut devenir un tortionnaire, être un pervers, être un esclavagiste, parce que on n'est plus rattaché au spirituel. Le spirituel ne nous coache plus, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que ce monde actuel est sous cet angle-là. Le monde occidental, et la lutte, c'est la lutte entre le monde occidental qui se dit croyant, chrétien, mais qui ne l'est plus, qui est totalement athée. C'est pour ça qu'il peut faire les pires des choses. Les Américains, voilà, ils n'ont pas de honte à bombarder l'Irak et à raser des pays entiers. Et quand on demande à Madeleine Albright si c'était légitime de tuer 500 000 personnes, elle dit, voilà, ça lui fait pas bouger une oreille. Donc, parce qu'il n'y a plus de spiritualité. Et c'est pour ça qu'il y a un monde qui garde la spiritualité présente, au fond. Le monde ordinaire préserve la spiritualité. Et l'Occident va devoir se regarder en face et regarder ce qu'a fait cette colonisation à la suite de Christophe Colomb en Amérique. Voilà. Il semblerait que Jean II l'ait mise dans un couvent. Donc il va en Espagne, il fuit en Espagne. Colomb arrive en Espagne, il est sous le coup d'une accusation de trahison, de détention de secret d'État, d'avoir tué sa femme, de devoir de l'argent à tout le monde, etc. Donc on voit la perversion derrière. À Lisbonne, Colomb a fui sur un bateau qui partait en direction de Palos. Palos l'intéressait parce qu'il connaissait ses marins contre lesquels il s'était battu. Et il savait aussi qu'il allait y retrouver Pedro Vázquez de la Frontera, le pilote du voyage antérieur. Je trouve aussi que c'était le premier bateau qui partait de Lisbonne. Il est parti sans rien. S'il avait pris le temps de faire sa valise, Jean II l'aurait fait tuer. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 1484 ou au début de 1485, dans un bateau en provenance de Lisbonne, il arrive en Espagne avec Diego, le fils qu'il a eu avec Felipa. Y aquí está el segundo punto, que es la iglesia. Voici l'église. En un convento es un sitio importante. Dans un monastère, c'est un lieu important. Y la capilla de Avec la chapelle de la Vierge des Miracles de la Rábida qui a plus de 800 ans. Tuvo esa imagen, tiene 800 años. La Virgen de los Milagros de la Rábida. A ella se encomendó Cristóbal Colón un día durante 7 años. Ce fut un lieu important pour Colomb, qui s'est placé sous sa protection au cours des 7 années qu'il a passées ici. Là, c'est le cloître de la communauté, le cloître principal. Donc, en somme, il y a quand même, voilà, ce sont des croyants. Christophe Colomb, le chef du Portugal, le chef de l'Espagne, les conquistadors, etc., ce sont des croyants, mais qui se sont déconnectés des bases de la spiritualité.
Donc il y a plus de... Ils utilisent le pire des livres sacrés pour pouvoir justifier leur massacre, leur cruauté, pour pouvoir. Ce sont des pervers qui, malgré tout, même s'ils sont croyants, ne touchent plus la base de ce qui a été le christianisme. Ils ont, voilà, pour eux, ce que dit le Christ, ce que tu ne toucheras pas ton frère, si quelqu'un te tend la joue, te gifle, tu tends l'autre joue, voilà, c'est l'amour, quoi. C'est la religion de l'amour qui est là, qui s'est imposée sur les religions qui sont plus, ou sur les traditions plus violentes, et ils ne sont plus sur ce modèle-là. Ils sont, la pulsion est plus forte que leur conscience de la spiritualité. Et c'est pourquoi, même en dominant, ils peuvent pas aller à la rencontre d'autrui par la douceur, le partage, l'égalité, etc. Et ils pensent qu'il faut à tout prix convaincre, alors que le Christ, il le fait en douceur. Il y va, il cherche pas à faire des adeptes par la violence. Il part pas avec un glaive et à la conquête et même les apôtres qui partent, voilà, c'est quelque chose qui se fait à travers l'amour, à travers la douceur. Et là, c'est plus le cas. Alors que, donc, est-ce que c'est l'armement qui les pousse à être comme ça, le fait que l'Occident devient techniquement supérieur avec des armes, il invente tout un tas de trucs. Donc, est-ce que c'est l'armement qui fait que ils peuvent, ça stimule la cruauté? Est-ce que c'est l'armement actuel qui fait que quand on bombarde, quand on envoie des armes pour bombarder l'Irak, la Syrie, le Yémen, j'en sais rien, et avec les dégâts que ça fait, c'est hallucinant quand on regarde les images de ces choses-là. On se dit, mais comment des êtres humains peuvent juste commander, vous allez bombarder ce truc, et on voit des zones de 100 mètres carrés ou avec des flammes, avec des... Enfin, c'est hallucinant, quoi, avec des bruits qui sont capables de traumatiser des milliers d'enfants à la ronde. On se demande comment des êtres humains peuvent accepter d'utiliser cette technologie. Est-ce que c'est la technologie qui rend cruelle parce qu'elle est à disposition, ou est-ce que c'est la cruauté qui fait qu'on va construire, on va utiliser cette technologie pour satisfaire la cruauté, la perversité, etc. On voit à quel point il y avait la salle à manger. On voit à quel point la perversité est quand même rentrée en Occident. Il y a tout un tas de trucs qui est incroyable, quoi. La façon dont on traite les êtres humains, mais que ça soit même au niveau de la police, quoi. Quand ils arrêtent quelqu'un, maintenant, il est maltraité, il est menotté derrière, donc il a toute sa face, il peut même plus se protéger, les yeux, les parties, enfin, c'est hallucinant de pouvoir penser qu'on peut traiter des êtres humains comme ça, ou avec un genou sur la tête, ou comme un animal. Il y a vraiment quelque chose et les médias ne relèvent pas ça. Donc, parce qu'ils sont du côté, justement, de ces puissants. Et donc, il y a quelque chose qui fait que
ça amène une sorte de toute-puissance où il n'y a plus de réflexion sur ce qui se passe réellement dans l'état d'esprit. Et là, on est dans un mouvement de cruauté comme à l'époque. Nous installer ici, dans cette pièce, en nous Occident. appelons le berceau de l'Amérique. C'est ici que Christophe Colomb échangeait avec le fameux frère supérieur Juan Pérez, à chaque fois qu'il venait. Fameux car il est très important pour nous. Pendant les 7 années où il a attendu que les rois catholiques lui donnent de l'argent, les autorisations et tout le reste. Je pensais fermer la porte et nous installer ici. Je vais appeler le père Miguel pour lui dire que vous êtes là. Un petit moment, s'il vous plaît. Nous sommes dans une petite cellule du cloître Mudéjar, qui date du XVe siècle. Une pièce que l'on appelle le berceau de l'Amérique. Portal de Belén de América, porque aquí se reunía Cristóbal Colón en souvenir des échanges que Christophe Colomb eut avec une partie de la communauté franciscaine à propos de son projet. Él venía de Portugal. Juan II de Portugal no quiso aceptar. Il arrivait du Portugal, où Jean II avait refusé son projet d'aller aux Indes, en Chine, par le chemin contraire. Y dijo, los portugueses sabemos mucho de navegación, no necesitamos. Entonces se vino. Les Portugais lui avaient répondu qu'ils étaient suffisamment experts en... Alors, ça donne envie d'aller visiter cet endroit, ce cloître du XVe siècle. C'est quand même, voilà, quand on sait que, voilà, ce patrimoine est là, dans toute l'humanité, et chaque pays a des choses, et c'est quelque chose qu'on devrait préserver absolument. Et là aussi, encore, la guerre et la violence est capable de perdre complètement la tête et de faire tomber des choses qui datent de 1000 ans. C'est hallucinant, quoi. La guerre, elle peut faire tomber des églises, des synagogues, des mosquées, qui sont inestimables. C'est hallucinant, hallucinant. Et c'est vraiment que de l'inconscience, quoi. C'est vraiment la violence qui bloque le cerveau et qui empêche toute intelligence de passer. Il est arrivé au monastère de la Rábida, où il a pu parler aux frères, au père supérieur, au père Antonio de Marchena, un astronome qui lisait les cartes marines, un personnage qui connaissait bien le monde du début du XVe siècle, une fois, la navigation, la question du détroit. Il y a des rencontres incroyables, quoi. Tout est fait pour qu'ils partent faire la jonction de ce monde. Il y avait un mouvement important de navigation. Mettre en contact des êtres humains qui ne se connaissaient pas. Et malheureusement, avec l'état de conscience de l'époque qui envoyait les gens à la rencontre avec la perversion, la perversité, avec le désir de domination, avec tout le principe archaïque du primate naturel que nous étions à l'origine, c'est-à-dire le système domination, subordination. Voilà, on vient, on veut vous mettre en esclavage, vous n'êtes pas à notre niveau, vous êtes des sous-hommes et on peut faire ce qu'on veut sur vous, et c'est ce que l'Occident a fait à ce niveau-là. Et donc, avec cette violence, mais aujourd'hui, c'est là où on peut faire un parallèle. C'est exactement pareil avec ce qui s'est passé, le bombardement, aller bombarder l'Irak, ou bombarder la Libye, ou bombarder la Syrie, ou bombarder... voilà, et c'est parce que... ça pourrait, si ça s'étend pas, c'est juste parce que d'autres pays soit se soumettent, soit ont les moyens de riposter. C'est pour ça que
il n'y a pas de bombardement de la Chine voilà, ou même là, il y a des bombardements de la Russie par intermédiaire, mais en fait, ça n'a pas changé, quoi. Ces mentalités qui sont là sont toujours présentes, ces mentalités qui bloquent leur tête. Il faut qu'on les domine, il faut qu'on gagne la bataille. Il y a la paranoïa, si on le fait pas, c'est eux qui vont nous attaquer. Il y a une sorte de paranoïa, quoi. Et c'est la paranoïa des colons. Quand ils sont, voilà, ils ont cette paranoïa qui les pousse, qui engraine le système. Ils viennent en dominant avec de la violence, ils s'imposent avec de la violence, et après, ils peuvent plus donner d'égalité parce que ils pensent que une fois qu'ils sont sur le système de domination, ils risquent leur peau, comme ils sont pas nombreux, moins nombreux que les colonisés, ben ils rentrent dans la paranoïa. Si on les domine pas, ils vont nous tuer, voilà. Et donc ils vont accentuer le système colonial, etc. Et là, les dominants occidentaux sont exactement dans ce même mécanisme. Ils peuvent pas considérer l'égalité, dire on partage le leadership, on arrête avec ça, on sort du système de domination où on veut être les gendarmes du monde. Ils peuvent pas parce qu'ils ont peur que s'ils font ça, ben les Chinois vont prendre le pouvoir et vont les asservir. Alors que c'est pas là, c'est loin d'être ce qui se passe dans la tête des Chinois. Ils n'ont pas cette velléité. Donc en fait, ils mettent sur le caractère d'autrui leur propre caractère. Et ce qui fait que, voilà, ben, et on est encore dans ce monde-là, quoi. Ça, c'est une horreur. Antonio de Marchena connaissait parfaitement tout cela. Et il s'est très bien entendu avec Christophe Colomb. C'est dans cette petite pièce qu'ils se sont réunis au début, avec quelques frères, pour parler de son projet. C'est quand même incroyable. Colomb est venu ici pour la première fois en 1485 depuis le Portugal. Il y a trouvé une communauté de frères qui l'ont accueilli, aidé et soutenu. C'est vraiment incroyable de voir la montée vers une réalisation d'un être humain. C'est ça qui est vraiment incroyable. Et quand j'ai analysé un petit peu comment je suis arrivé à cette phrase « l'humanité est destinée à atteindre sa perfection », eh ben, Colomb leur a dit qu'il était tout est logique. Il savait tout ce qu'il fallait savoir sur Saint François. Il a su convaincre les franciscains, non en leur disant qu'il avait prononcé des vœux de chasteté et de pauvreté, mais qu'il était de l'ordre mineur, du tiers-ordre de Saint François. Il est arrivé au monastère de la... Voilà, donc c'était un bidouilleur quand même, parce que en fait, il voulait le pouvoir, l'or, etc., etc. Et il est arrivé en disant que il avait fait vœu de chasteté et de pauvreté. Rabida pour demander asile, de quoi se reposer et se nourrir avec son fils. Normalement, le monastère ne recevait pas d'hôtes, mais Colomb était un charmeur. Il a réussi à se faire accepter grâce à l'enfant, à ses belles paroles. Colomb dit toujours ce qu'il faut pour arriver à ses fins. En plus d'être un charmeur, Colomb a eu beaucoup de chance. À la Rabida, il a rencontré un frère qui n'était pas présent habituellement. C'était un frère qui visitait les monastères pour vérifier que tout était en ordre. C'est le père Antonio de Marchena, que l'on appelait le père chasseur d'étoiles, parce qu'il aimait beaucoup les étoiles. C'était un grand connaisseur de l'astronomie. Colomb se dit
Cet homme peut comprendre quelque chose à ce que je vais lui raconter. Il lui a parlé de son projet et qu'il rencontrerait beaucoup de païens, que ce serait magnifique de toucher ces milliers d'âmes, de les baptiser, de les élever. Et puis, sa volonté de réaliser le tour du monde a su convaincre le père Antonio de Marchena. Donc voilà, il y avait cette volonté et ça c'est le narcissisme, de croire que notre religion est la meilleure, qu'on doit convaincre les autres que c'est nous les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, la meilleure, que notre Dieu est que le Dieu qu'on regarde, c'est celui que tout le monde doit regarder. Ça, c'est le narcissisme. Et on est encore dans ce narcissisme absolu en Occident. Et c'est ce narcissisme qui est en train d'être érasé progressivement. Voilà, donc c'est clair que l'Occident va, à mon sens, va devoir perdre ces batailles qu'il mène là en Ukraine, ailleurs, au Moyen-Orient, etc. C'est une obligation, parce que si l'humanité ne sera jamais en paix avec ce narcissisme. Donc, il faut que l'humilité revienne dans le camp occidental et qu'il y ait un partage universel des choses, quoi, et du leadership, un partage universel du commandement. Et on a construit l'ONU, c'est pas pour rien. C'est l'ONU qui doit prendre en charge un ONU juste, hein, qui doit prendre en charge le monde, qui doit être la force la plus importante. Marchena, qui avait été à la cour, lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais te donner des lettres de recommandation pour la cour d'Isabelle la catholique et les ducs de Medina Celi et Medina Sidonia, qui étaient plus fortunés que la couronne. » Donc voilà. Grâce à ces lettres et au soutien d'un habitant du coin qui va lui prêter une mule, après avoir laissé son fils au bon soin des frères de la Rabida, il se met en route pour la cour. Voilà, donc il y a tout qui converge dans cet endroit-là. Il se retrouve avec des moines au monastère, des moines qui connaissent des gens haut placés à la cour. Enfin bref, c'est vraiment des circonstances qui progressivement l'amènent à avoir ces 3 bateaux, à avoir l'acceptation de partir à l'aventure sur l'Atlantique et de partir en direct pour essayer de toucher, de rencontrer une terre. Voilà. Et avec toutes les conséquences négatives et les conséquences positives qu'il y a, c'est-à-dire le fait d'unifier, que tous les êtres humains finissent par se rencontrer. Donc ça a été les conquêtes qui ont amené à ce que on se connaisse tous aujourd'hui, qu'on en soit là. On n'aurait pas pu faire un monde sans unifier l'humanité, mais avec ensuite en déversant sur le continent américain des tas de pervers narcissiques qui ont conduit à ce génocide et à l'esclavage et à tout ce que l'Occident a engendré et dont il va falloir qu'il se justifie très rapidement. Voilà. Et pas qu'il se justifie, mais qu'il s'excuse, qu'il se dédouane, qu'il répare, etc., etc. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à envoyer le lien à vos amis, à laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité si vous le jugez bon. Merci à vous de votre écoute.